Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons de la présidentielle de 2020 à venir au Togo. Nous nous interrogeons sur les différentes candidatures et leur possibilité de faire un bon match en 2020. Et notre candidat invité aujourd'hui, c'est Jerry Komandega Tama, président du Nouvel Engagement Togolais et député à l'Assemblée nationale, qui nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Jerry, nous reprenons notre discussion. Cette fois-ci, on va parler de votre candidature. Vous avez été déclaré candidat officiel à la présidentielle de 2020 lors de votre congrès de la semaine dernière. Parlons même des congrès. Pourquoi un congrès pour vous désigner? Nous avons fait un congrès d'investiture. Il faut restituer les choses dans leur situation politique. Nous avons fait un congrès d'investiture qui avait 3 objectifs. Dans un premier temps, faire le bilan de 2 années. Notre précédent congrès datait du 27 juillet 2017. Entre 2017 et 2019, vous savez que beaucoup de choses sont passées au Togo. Et il fallait faire un regard rétrospectif sur ce qui s'est passé sur le plan politique, le rôle que le parti a pu jouer. Et puis, comme vous le savez aussi, depuis janvier 2019, le net à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que nous avons pu faire au niveau de l'Assemblée nationale? Comment nous avons pu influencer ou influer le cours de l'histoire de notre pays? Et puis, la deuxième partie du congrès concernait les perspectives. Il y avait aussi les élections locales. Hein, donc, oui, dans les élections locales. Voilà, il y a la partie bilan des élections locales. Et donc, après, faire maintenant la perspective, on a des élections présidentielles en 2020, on a des élections locales en 2023. Souvent, nous avons des plans quinquennaux, hein, comme tous les pays. Donc, qu'est-ce que le parti veut devenir dans les 5 ans à venir? Donc, nous avons travaillé là-dessus. Et puis, après, nous avons fait dans des primaires. Les primaires ont commencé depuis le 10 juillet 2019, à l'issue d'une conférence de presse où nous avons lancé des primaires en disant à tous les militants du net qui souhaiteraient être candidats à la candidature en 2020 de s'inscrire. Nous avons eu un certain nombre de personnes qui sont inscrites. À la fin, on avait 3 candidats. Finalement, il y a une dame qui s'est décidée, on s'est retrouvé à 2 candidats. Et donc, c'est cette élection-là qui a conduit à l'élection du candidat du net aux élections présidentielles 2020, qui est ma personne. Donc vous avez innové en faisant des primaires, même si ça ressemble plutôt à du simulacre de primaire. Non, mais j'ai échoué au départ. Non, je peux vous dire que... sincères, Jerry Tama. Il y a toujours... Pourquoi on fait toujours des procès d'intention? Nous avons fait des élections primaires où j'avais un challenger. On a eu le temps de faire une campagne lors du congrès. La campagne aussi s'est faite hors du congrès, donc durant un mois et demi. On a eu des élections avec une transparence, avec une commission électorale qui a été mise en place. Et on a dépouillé. Et puis, mon challenger n'a pas été ridicule. Il a eu aussi un certain nombre de voix. Preuve de la maturité de notre formation politique. Donc voilà. Maintenant, après, que je sois élu lors de cette élection, je pense que je partais peut-être avec quelques éléments d'avance, mais il n'en reste pas moins que c'est un exercice démocratique. Vous saviez que c'est vous qui allez être choisi candidat, malgré tout. Donc, est-ce que c'est pas plutôt un habillage? Pourquoi organiser ce scénario qui ressemble à du théâtre, finalement, non? Vous pouvez rentrer dans l'esprit des casseurs congressistes. Parce que moi, de l'extérieur, je n'imaginais pas le contraire. Comme disent qu'à la fin du congrès... Vous savez, en Guinée-Bissau, l'actuel président a été désavoué par les membres de son parti et il a perdu les primaires, alors qu'il est président en exercice. Non, donc ça peut arriver. Guinée-Bissau, tout le monde sait comment ça se passe là-bas. Ah oui, mais ça peut se passer aussi de la même façon. Ça peut se passer de la même façon. Togo. Toujours est-il que nous avons fait des primaires parce que nous nous sommes opposés à l'expression candidat naturel. On trouve qu'il y a quelque chose de choquant de dire dans une formation politique, pour une élection aussi importante que les élections présidentielles, qu'on dise telle personne, ou bien quand il s'agit de regroupement, hein, moi j'ai entendu dans des regroupements, les gens disent, écoutez, telle personne le candidat naturel du regroupement, ou bien telle personne le candidat naturel d'un parti politique. Nous considérons qu'un parti politique sérieux doit passer par l'exercice de la désignation de celui qui va le représenter par les militants. C'est-à-dire que à la limite, même j'aurais été le seul candidat qu'il aurait fallu quand même passer par cette élection-là pour susciter l'adhésion des militants. Parce qu'une fois que vous avez été élu, vous avez l'adhésion de vos militants. Ils ont l'impression d'être dans le jeu.
d'être dans la combine. Mais alors que si vous vous levez un matin, vous dites, bah, écoutez, voilà, le parti a décidé que c'est telle personne qui est candidat, c'est en ce moment que les gens vous disent, bon, candidat, si tu ne nous donnes pas ce truc-là, nous, on ne va pas travailler pour vous. Aujourd'hui, les gens, ils savent que c'est eux qui ont désigné telle personne comme candidat. Et puis, ben, ils vont être plus au taquet, ils vont être plus dans la combine. Donc, même s'il n'y avait eu qu'un seul candidat, ben, je pense que ces primaires-là sont très importantes. Mais de façon générale, des élections primaires pour désigner des candidats à une élection présidentielle, c'est une tradition plutôt anglo-saxonne ou même américaine. Ce n'est pas aussi, dans la française aussi. Bon, ça a commencé très tardivement, pas plus que 2 ans. En Afrique, c'est plutôt rare. Nous sommes des pionniers. Nous innovons, nous innovons. Vous allez voir bientôt, vous allez avoir une ribambelle d'élections primaires de gauche à droite. Et puis bon, on saura qu'il faut le mettre en Est-ce que c'est vraiment nécessaire dans nos pays où, à la tête des partis, on a plutôt des gourous? Non, mais attention. Vous imaginez, on parle tout le temps de regroupement de partis politiques. Dans un regroupement de partis politiques, le meilleur exercice pour désigner un candidat, normalement, ça aurait été plutôt des primaires. Par exemple, quand vous êtes dans un regroupement de partis politiques, vous dites à chaque parti politique, envoyez-nous tel nombre de délégués. Pour un congrès, par exemple. Chaque parti politique est représenté par un nombre égal de délégués. Et en ce moment, on fait des primaires. Ça permet de s'assurer que le candidat élu n'est pas quelqu'un qui a été hypothèse numéro 1 désigné par dans des messes noires où les gens s'asseyent pour dire voilà, c'est telle personne, mais qu'il y a une adhésion. Parce que pourquoi est-ce que les regroupements de partis politiques souvent ne prospèrent pas? C'est qu'en règle générale, la personne qui a été désignée, qui parfois est auto-désignée, n'a pas l'assentiment même des autres cadres qui sont là. Et au lieu de faire bloc pour faire face à l'adversaire unique, en réalité, on passe plus le temps à se taper dans les pieds en espérant que celui qui est auto-désigné ou bien le candidat naturel ne puisse pas franchir, ne puisse pas avoir un bon résultat pour dire vous voyez bien que si c'était nous qu'on a pris, ça aurait marché. Quand on fait des primaires, aujourd'hui, les primaires doivent s'imposer. Peut-être que certaines formations politiques vont penser que ça ne vaut pas la peine, mais quand il y a un regroupement de partis politiques, il faut absolument faire des primaires. Parce que ça permet de mesurer l'audience. Ça permet de mesurer, en réalité, la responsabilité et on peut dire même, je vais dire même, on va dire l'intérêt que les militants ont pour cette personne avant d'aller rechercher les voix des sympathisants. Donc, aujourd'hui, nous pensons que c'est bien. C'est peut-être une nouveauté, même si les gens pensent que c'était caricaturé. L'essentiel, c'est que c'est bien. On a fait une élection où mon adversaire n'a pas été ridicule du tout. Il a engrangé un certain nombre de voix. Donc, ça veut dire quand même que ce n'était pas une mise en scène. Et à la fin, on s'est salué. Aujourd'hui, on est ensemble, on est au taquet pour aller à la conquête de l'étoile. Mais pourquoi vous êtes candidat? Pour 3 raisons. La première, c'est que nous avons fait des élections, on en a parlé tout à l'heure, nous avons fait des élections locales, même si vous semblez ne pas donner beaucoup de crédit à nos résultats, puisque les résultats de l'ensemble... Vous donnez beaucoup de crédit attendez. À vos 130 conseillers sur les 1500. Les résultats de l'ensemble de l'opposition n'ont pas été fameux. Mais il faut relativiser en tenant compte quand même que 50% de l'électorat togolais ne venait pas les voter. Donc, il faut relativiser. Et donc, si on ne donne pas, même si on ne donne pas un crédit particulier aux résultats, mais il faut aussi reconnaître que UNI a pris la majeure partie avec plus de 100%. Après, vous avez l'ANC qui arrive avec 136 conseillers. Vous avez la C14, mais c'est un regroupement de 6 formations politiques qui vient avec 130 conseillers. L'IFC vient avec 44 et le NET vient avec 33. Si vous prenez, vous faites une opération mathématique, parce que pour le moment, c'est ce qu'on est obligé de faire. Donc 130 divisé par 6, vous vous retrouvez autour de 20 conseillers. Donc aujourd'hui, vous pouvez estimer que la 4e formation politique du pays, c'est le NET. Après, unir l'ANC, l'IFC et le NET. Si vous prenez, vous appuyez du côté de l'opposition, nous sommes dans la 3e formation politique. Vous ne pouvez pas être une 3e formation politique dans un pays et ne pas aller à une élection. Ça, c'est de la mathématique. Oui, pas la mathématique plus. Mathématique artificielle. Non, pas artificielle. Après, si vous ne voulez pas qu'on fasse une mathématique, c'est pas ce qu'on va faire. Parce que si on a des chiffres, c'est pour faire les divisions et les soustractions. Bon, premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il faut. Faisons plutôt de la théorie de la relativité. Parce de toute façon, la politique repose sur la théorie avant d'arriver sur la pratique. Maintenant, deuxième élément, c'est que nous avons créé une innovation majeure. Le 8 mai dernier, c'est que pour la première fois au Togo, nous avons des élections à 2 tours. Et ça, c'est l'élément le plus important. C'est-à-dire qu'avec des éléments à 2 tours, qu'est-ce qui va se passer? Si toutes les formations politiques vont travailler sur le terrain, parce que je vais pas une confidence, je vais vous dire le fond de ma pensée. Le NET ne pense pas tout seul battre UNIR lors d'un premier tour au Togo.
Et il n'y a pas une seule formation politique qui peut battre, à notre avis. Hein. Parce que lui, avec ses alliés, il se taille à peu près 80% de l'électorat à l'issue des élections locales où tous les partis politiques ont participé et dont l'opposition se retrouve avec autour de 20%. Voilà. Mais si nous considérons qu'en allant sur le terrain et en travaillant, nous pouvons créer les conditions d'un deuxième tour. Mais pas uniquement le net. Si tous les partis, demain la NC s'en sort avec 25%, oui, le net s'en sort avec 15%, le PNP s'en sort avec 20%, ainsi de suite, le partage du gâteau, entre guillemets, va contraindre le parti au pouvoir à se retrouver avec au minimum 49%. Avec 49%, on a un deuxième tour. Et au deuxième tour, toute l'union de l'opposition dont tout le monde parle, c'est au deuxième tour. Toutes les formations politiques seront obligées de composer avec le parti qui sera au deuxième tour. Inch'Allah, si c'est nous, ben, les autres vont nous appuyer pour qu'on puisse créer les conditions d'une alternance au deuxième tour. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que, vous savez, nous sommes un parti qui s'inscrit dans le moyen long terme. 2020 va nous permettre aussi de préparer 2023. Aujourd'hui, nous avons 3 députés à l'Assemblée nationale. En 2013, on n'en avait personne. Nous espérons qu'en 2023, aux élections législatives, nous serons un parti qui se trouvera. L'objectif du Congrès, c'est de trouver au minimum 15 députés à l'Assemblée nationale pour être une troisième force qui soit en mesure d'être sérieusement à partir de 2025 un sérieux challenger. Pour le moment, nous sommes entre guillemets outsiders parce que nous ne pouvons rien faire sans s'appuyer sur d'autres formations de l'opposition. Mais si nous continuons ce travail à partir de 2025, nous serons un challenger. Et puis, au pire des cas, en 2030, nous serons winner. Véritablement, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets dans les mêmes conditions de température et de pression. Ah oui, mais donc... Ça veut dire que vous allez échouer en 2020 parce que non, en 2015, vous avez été candidat. Non, les conditions de température et de pression ont changé. La température, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 3 députés à l'Assemblée nationale. 3 sur 80. Ben oui, mais il y a des gens qui ont fait 30 ans d'opposition dans ce pays-là. Même poser un seul pied dans l'antichambre de l'Assemblée, ils ne sont jamais arrivés. Donc ça va, 3 députés à l'Assemblée nationale. Si vous comptez les partis qui ont eu des députés à l'Assemblée nationale de l'opposition, vous n'en avez pas beaucoup qui ont eu 3. Donc, on ne va pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Et on peut dire, je vous ai dit tout à l'heure en première partie de l'émission, que ceux qui ont prétendu que nos résultats aux élections législatives étaient usurpés, donnés, nommés, puisque j'ai toujours ce plaisir-là d'être un député nommé. Vous avez, c'est-à-dire qu'un député est avant tout un élu, mais on a en même temps nommé. Donc, nous, on a quand même réussi à avoir ce tour de force-là d'être des députés nommés. Bon, donc, tous ceux qui ont prétendu que nous étions des députés nommés nous ont apporté la preuve pendant les élections locales que l'ensemble des 3 circonscriptions, par exemple, où nous avons eu des députés, nos résultats étaient avérés sur le terrain pendant les élections locales et que il y avait absolument rien n'était surfait. Dans ces endroits-là, nous sommes retrouvés avec ceux qui prétendent être dépositaires de la voix de l'opposition et la plupart du temps, nous avons battu à ces endroits-là, même s'il n'y a absolument aucune gloire à en tirer puisqu'il nous a battu l'ensemble de l'opposition. Donc, aujourd'hui, les conditions ont changé. Les conditions ont changé parce que notre parti a grandi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à peu près avec 5% de l'électorat en présentant quasiment la moitié des sièges, que ce soit pour les élections locales que pour les élections législatives. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'espérons pas tout seuls unir au premier tour. Personnellement, je le dis, je ne me cache pas. Si quelqu'un dit, le net a dit qu'il ira gagner les élections au premier tour, je dirais non. Mais si nous tous on se réveille, si on sort de la léthargie dans laquelle nous sommes, si les gens cessent de dire, non, si les élections sont transparentes, même si vous présentez un chien, contre Fonya Singbe, le chien va gagner. Le chien va vous mordre les pieds. C'est tout ce qui va se passer. Donc, si on sort de cette situation complètement ubuesque, cauchemardesque, où on considère qu'on n'a pas besoin de faire un travail. Parce que, je vais vous dire une réalité, unir à son électorat. Et un électorat qui est enraciné. Contrairement à ce que les gens pensent, il y a des gens où vous pouvez tout leur dire, c'est unir ou rien. Point. Vous pouvez parler, vous savez que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ils vont vous dire c'est unir ou rien. Mais c'est de bonne guerre. La NC a son électorat traditionnel. Le NET a un électorat qui est en train de grandir parce que nous sommes un parti en devenir. Mais donc, si on sort de cette... C'est pour ça qu'on parlait dans les mêmes conditions. Non, il y a une nouveauté. On a les élections à 2 tours. On a des partis qui sont en train de monter. Donc ça, c'est une nouveauté. Maintenant, la seule chose, c'est que si on continue à faire ce qu'on a pu faire dans les autres années en disant pas de réforme, pas d'élection, et au dernier moment, on s'y présente, ouais, on aura les mêmes résultats. Oui, directement, à vous entendre,
après analyse, j'ai l'impression que vous dites une chose et son contraire à la fois. Ah bon? Parce qu'au moment où vous êtes convaincu que seule une synergie au sein de l'opposition peut vous permettre d'être honorable. Stratégie. Oui, comme vous voulez, pour cette présidentielle. Dans le même temps, vous vous présentez, vous déclarez votre candidature sans concertation, sans une dynamique unitaire au sein de l'opposition. L'erreur à ne pas commettre, c'est la dynamique unitaire. Bon. La dynamique unitaire va s'imposer au deuxième tour, c'est ce que je dis. La dynamique unitaire s'impose d'elle-même, vous savez. Mais ça se prépare. Non, non, je vous si dis. chacun... Non, parce que chacun a son électorat. Si vous vous préparez, vous partagez en ce moment-là le même électorat. Si vous allez vous rencontrer avec un parti pour dire, écoutez, faisons ensemble, donc ça veut dire que votre originalité, votre singularité, vous la perdez. Justement, vous ne devez pas vous approcher d'autres personnes parce qu'il faut que l'électeur, c'est un peu comme au marché, il faut que chacun puisse vendre son produit pour que, à la fin, quand vous revenez à la maison, chacun ait vendu beaucoup. Mais si vous vous mettez ensemble, vous vous adressez finalement au même électorat. Aujourd'hui, l'électorat auquel le NES s'adresse, ça ne va pas être le même électorat auquel le PNP va s'adresser, ça ne va pas être le même électorat auquel l'ANC va s'adresser, ça ne va pas être le même électorat auquel la CDP et ainsi de suite vont s'adresser. Et c'est ça qui va émietter en réalité les voix qui, hypothèse numéro 1, allaient traditionnellement soit au parti au pouvoir, ou alors, et nous, c'est beaucoup plus les personnes qui ne votent pas qu'il faut regarder. La plus grande élection, le plus grand taux de participation que nous avons au Togo, c'est 87% lors des élections législatives de 2007. Aujourd'hui, nous avons fait des élections locales où on a eu 50%. Donc, on a une réserve de voix de 35% qu'on peut aller rechercher. Si on va chercher la réserve de voix de 35%, on peut avoir le deuxième tour. Donc, mais il faut que vous allez chacun avec sa particularité. Si vous décidez d'y aller ensemble, vous allez vous adresser au même secteur. C'est un peu comme en communication, chacun sa cible. Si vous ne mettez pas des cibles différentes, vous allez vous adresser à la même cible et vous allez rater complètement votre communication. Non, aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que pas besoin de concertation. L'union de l'opposition va s'imposer au deuxième tour. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, je suis de l'opposition, j'ai envie d'avoir l'alternance en 2020, je me lance dans le combat, je me lance dans une pré-campagne, je vais m'adresser à un électorat. Et après, si au deuxième tour, il y a, nous, on a déjà donné la promesse, le PNET appellera à voter le parti de l'opposition ou bien le candidat de l'opposition qui se présente au deuxième tour, si ce n'est pas nous, bien entendu. Parce que, quel qu'il soit, ce candidat de l'opposition, pourquoi? Vous savez, lors des élections législatives, le NET a été le seul parti à avoir fait un communiqué ouvert en disant, dans toutes les communes où le NET n'a pas de candidat, à nos militants voter les candidats de l'opposition. À l'époque, les gens nous ont dit, de toute façon, le NET là, il a combien de Pourquoi vous ne voulez pas d'unir? Non, nous sommes un parti de l'opposition. Vous savez, ça ne nous gêne pas aujourd'hui. La diversité de partis politiques que nous avons, et puis même le jeu de Nouria qui peut exister dans un pays, c'est ça qui donne de la vitalité à une démocratie. Il faut qu'il y ait une Nouria, il faut que l'alternance existe, mais sans s'imposer. L'erreur que parfois nous faisons au Togo, c'est un peu comme si l'alternance va nous être donnée en disant il faut absolument l'alternance. Non, l'alternance c'est une prérogative du peuple. Et pour cela, c'est qu'il faut que nous, en tant que politiciens, nous donnons cette possibilité-là au peuple de faire exercer cette prérogative. Mais pas en se contentant à Lomé en disant que, écoutez, vous savez, si vous présentez un mouton contre fois, le mouton va gagner. Ou bien parce qu'on a fait une manifestation à Lomé, parfois, moi, ça m'a toujours fait marrer quand vous faites une manifestation, dès que vous êtes sur une ligne de crête et qu'on vous dit, mais regardez derrière. Oui, mais vous pouvez être nombreux, mais Macron l'a dit, la démocratie, c'est pas la rue qui le fait. Une fois que vous avez fini ça, moi, j'ai souvent eu tendance, quand on a fait une marche importante, je rentre et puis je dis, et la suite? Qu'est-ce qu'on fait après? Parce que la marche pour la marche, ça ne sert à rien. Donc, aujourd'hui, les trois conditions, c'est de dire, OK, nous sommes un parti qui est en train de devenir important. Et si un parti important, il doit aller se mesurer lors des élections présidentielles. Nous avons une nouveauté avec le 8 mai, élection à 2 tours. Et puis, nous sommes vraiment dans un parti en devenir. On va grandir progressivement, on sera un parti sérieux, plus important en 2023. Et avec peut-être un tiers de l'Assemblée, nous pourrons être de vrais challengers. De toutes les façons, est-ce que, avec votre candidature déclarée déjà, est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite en besogne dans la mesure où certains pensent que les conditions pour aller à la prochaine élection présidentielle sont très défavorable aux candidats de l'opposition. Oui, maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a constaté que les conditions sont défavorables, on fait quoi? Parce que autrefois, on disait qu'il fallait faire les réformes. Elles ont été faites. Parce qu'autrefois, on disait pas de réforme, pas d'élection. On a dit ça un certain nombre de fois, on a les réformes.
Et elles sont déjà faites aujourd'hui. Je rappelle quand même que les deux éléments fondamentaux sur les réformes politiques que l'opposition traditionnelle a toujours réclamé, c'était les élections à deux tours et puis la limitation de mandat. C'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a fait une élection locale où on a été laminé. Mais je rappelle toujours qu'il faut relativiser puisqu'il y a 50% des Togolais qui n'ont pas voté. Donc aujourd'hui, nous tous, nous le savons, et puis ça ne me gêne pas de le dire, nous avons une opposition pauvre. À commencer par nous-mêmes. On en a parlé lors de la première édition. Pauvre financièrement? La pauvre financièrement, on n'a pas de ressources avec toi aussi. Là où nous-mêmes, on met 1000 francs, en face, on met 10 000. Bah, ça veut dire que tous vos militants sont pauvres? Bah oui. Bah écoute, bon, heureusement aussi que les militants d'Unir pour un bon parti aussi sont pauvres, mais les cadres ont un peu de sous. Un peu de sous. Donc, mais c'est une réalité. Donc, là où, c'est un peu comme le jeu de poulies. Vous vous souvenez en 4e, là. On dit là où vous n'avez pas la force, vous ne compensez pas le nombre de poulies. Hein, on rattrape sur la distance par rapport à la force. C'est exactement ce que nous voulons faire. Nous n'avons pas la manne financière, nous n'avons pas la force financière, mais nous pouvons utiliser le temps. Le temps, c'est la distance en chimie et en physique. Donc là, nous permettons d'avoir 8 mois où nous allons faire de la pré-campagne, nous allons, comme nous sommes en train de le faire actuellement, pouvoir aller sur les médias pour dire nous sommes candidats, valoriser notre image, montrer en réalité que nous sommes un choix possible pour le Togo, qu'une autre façon de faire la politique autrement, qu'un autre type de présidentiel est dans ce pays, et puis espérer peut-être engranger. Parce que la pire des erreurs que commettrait l'opposition dans notre pays, c'est de rester dans sa léthargie et se réveiller à la veille des élections, et après aller encore dire qu'on nous a volé. Parce que je pense que notre peuple commence de plus en plus à être agacé par ces sempiternels pleurnichements et ces sempiternels jérémiades dont nous a volé. Les gens commencent à en avoir marre que les gens aient aux élections et puis reviennent dire, ben, écoutez, on nous a volé. Après, à la fin du monde, si tu sais qu'on va te voler, pourquoi tu vas? Il vaut mieux ne pas y aller. Donc aujourd'hui, nous pensons que la bonne stratégie, c'est de se déclarer tôt, vu qu'on n'a pas beaucoup de ressources, donc pouvoir faire une campagne de fourmis sur les 8 mois, en espérant que ça donnera des résultats. Mais je répète encore, tout seul, ça va être compliqué. Oui, mais je n'ai pas eu de réponse concrète à ma question. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que les conditions pour aller à l'élection présidentielle sont satisfaisantes? Si vous prenez ce papier, le code électoral togolais est l'un des meilleurs. Je l'ai toujours dit. Le truc, c'est qu'on ne l'applique pas. C'est tout. Le code électoral Pourquoi togolais, on ne l'applique pas? Parce que justement, on l'a vu pendant plusieurs élections. Nous allons même proposer une meilleure... qu'on revoit un peu le code électoral, parce qu'il y a une chose, c'est qu'il faut avoir... Ça fait Vous avez dit que le code est l'un des meilleurs. Non, il est meilleur. Donc, si c'est dans l'application que le problème se pose, c'est pour ça que nous proposons... plutôt plaider pour qu'on applique le code et non de refaire notre code. Sur les mécanismes, il est bien, mais ce qui manque, c'est le contrôle. Et ce que nous proposons, en tout temps, la Cour constitutionnelle essaie de le faire en mettant des observateurs sur le terrain. Il faut qu'on trouve un moyen de contrôler et d'éviter tous les dépassements. Par exemple, prenez l'élection présidentielle, le plafond c'est 500 millions. Le parti au pouvoir dépasse souvent allègrement les 500 millions, sauf que... Est-ce qu'avez-vous contrôlé? Non, mais c'est ce que je dis, sauf que c'est difficile. Pendant que vous êtes en train de battre campagne, comment vous faites? Vous laissez la campagne pour aller contrôler l'élection. Mais vous présumez que le parti au pouvoir dépasse on présume parce que nous on fait aussi campagne, on sait ce que ça coûte. Et donc, quand vous voyez ce qui est déployé sur le terrain, vous comprenez assez rapidement que ce que vous mettez, même dans une simple préfecture, il faut peut-être 100 fois ce que les autres en face mettent. Donc, aujourd'hui, ce que nous disons, c'est l'application qui fait défaut. Mais au même moment, il y a une faiblesse monumentale, conjoncturelle, que l'opposition a, c'est les agents électoraux. Tant que nous n'avons pas dans les bureaux de vote, que ce soit les membres du bureau de vote, que ce soit les délégués qui nous représentent, qui nous défendent, mais nous aurons toujours un problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire que toutes les années, nous disons on nous a volé. C'est bien, on nous a volé, c'est vrai. Mais aucun de vous n'a jamais pu réunir tous les procès-verbaux c'est ça le problème. Des différents bureaux de vote. Tant que nous ne travaillons pas là-dessus, c'est pour ça que nous disons aujourd'hui qu'il faut travailler en amont. Parce que tant que nous ne travaillons pas là-dessus, vous allez dans des bureaux de vote, vous dites, vous là, vous représentez quel parti? Il dit net. Net là, c'est quelle la définition? Il dit c'est qui le président du net? Mais tu es comment? C'est quelqu'un qui l'a appelé hier pour qu'il vienne. Mais tant que vous êtes dans cette impréparation, et heureusement... Mais pourquoi vous n'êtes pas arrivé à corriger le tir? Mais parce qu'il faut, je vous ai parlé tout à l'heure, il faut avoir les moyens pour être
très présents sur le terrain. C'est ce que nous essayons de Vous faire. avez dit qu'on peut compenser les problèmes de moyens avec le temps. Mais c'est ce que nous essayons de faire. C'est qu'aujourd'hui, nous allons commencer à préparer nos futurs membres de bureau de vote, nos futurs délégués dans les bureaux de vote, 6 mois avant, pour leur apprendre, pour leur faire une formation sur les mécanismes de recours, par exemple, les mécanismes d'intervention, de refus, de manipulation, ou bien même de... Oui, mais les recruter très tôt, est-ce que ce n'est pas un risque également? Oui, mais je préfère dans la mesure où s'ils sont connus, on peut les démarcher, non? Non, oui, mais je préfère les recruter plus tôt, quitte à les changer au fur et à mesure qu'on les démarche. Non, mais honnêtement, parce que les gens... Si vous êtes au courant... Non, les gens manquent souvent de culture politique. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vouloir gagner des élections si vous n'avez pas des agents électoraux qui ont une bonne culture politique à même de défendre vos résultats. Ce n'est pas à la CENI. Ça ne se fait pas à la CENI. C'est dans le bureau de vote que vous devez avoir des gens même de... Quand vous avez des bureaux de vote où vous avez un membre de bureau de vote, parfois un délégué, et à la fin on dit net zéro. C'est comment? Il y a un problème. C'est-à-dire que vous avez 2 gars qui vous représentent et qui sont supposés aider les gens à voter, donc ils maîtrisent les mécanismes de vote, mais après quand on fait le dépouillement, vous avez 0. Il y a un problème. Ce sont des gens qui n'ont pas voté pour vous, ils oui, ne croient pas assez en vous. C'est pour ça que je dis que... Donc, ça ne veut pas dire que tous les militants du NET vont voter le NET. Non, ça veut dire que là-bas, vous n'avez pas recruté de bonnes personnes. Et maintenant, vous savez, on a près de 9000 bureaux de vote. Il faut pouvoir recruter dans tout le pays, il faut pouvoir recruter des gens qui ont la culture politique à même de défendre votre élection, votre vote le jour des élections. 9000, c'est beaucoup. Vous avez combien de militants encartés? 7000. Ça veut dire que même tous vos militants encartés ne suffisent pas parce que faire le travail. Non, attention. Les militants encartés, c'est les gens qui ont la carte du parti. Oui, maintenant, après, vous avez des militants qui, vous savez, par exemple, chez nous, pour avoir la carte, il faut présenter une pièce d'identité. Il y a des gens qui n'ont pas de pièce d'identité, ainsi de suite. Donc voilà, ça pose un problème. Mais il n'en reste pas moins que nous avons les gens pour travailler dans les bureaux de vote. En 2015, sur 9000 membres, nous avions quand même déployé près de 6900, ce qui n'était pas mauvais, alors que nous n'avons personne dans les bureaux de vote, nous n'avions que des délégués. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut avoir une bonne culture politique, une bonne éthique politique, parce que si cette éthique-là, cette rigueur politique-là manque, vous vous retrouvez donc avec ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que vous allez faire une belle campagne, vous allez dans les villages, les gens sortent, et puis après, vous dites, mais ici, là, quand je suis arrivé, il y a 500 personnes qui sont sorties, et puis au résultat, vous avez 5 voix qui votent pour vous dans le village, vous ne comprenez rien. Mais c'est parce que, quelque part, vos agents n'ont pas joué le rôle de sentinelle et d'alerte qu'ils devaient jouer. Et je recevais la semaine dernière sur ce plateau un politologue, Madi Diabakate, qui nous expliquait que dans le contexte actuel, avec la même commission électorale nationale indépendante, avec la même cour constitutionnelle, aller aux élections pour l'opposition, c'est se faire harakiri. Bon, moi j'aime bien Madi que je connais très bien, qui est un ami. J'aime bien les politologues, ils jouent leur rôle de veille. Mais après, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour dire qu'ils ne servent pas à grand-chose. Non, mais après, quand on a fini de dire ça, on fait quoi? Donc, on laisse M. Fonya-Singh aller tout ça aux élections, ou bien on fait quoi? C'est-à-dire, moi, j'aime bien qu'on analyse ces choses-là. Maintenant, quand on a fini de dire ça, on fait quoi? Oui, mais ça se comprend. C'est-à-dire se battre pour changer la situation. Se battre pour changer la situation, on a une CENI dans laquelle, aujourd'hui, vous avez 5 formations de l'opposition parlementaire. On peut dire tout ce qu'on veut. Qui sont là-bas, vous avez 2 partis de la C14. CAR et ADI qui sont à la CENI et donc qui ont des démembrements sur le terrain et qui donc ont des membres dans les bureaux de vote. Vous avez fait des élections en 2010, 2007, 2010, 2015 où ceux qui se qualifient d'opposants ont tort, c'est-à-dire que les vrais opposants ont été à la CENI et les résultats n'ont quasiment pas changé. Mais le problème, c'est que la CENI n'est que dans un rôle de compilation des résultats avec tous les contentieux qu'elle renvoie à la Cour constitutionnelle. C'est en définitive la Cour constitutionnelle qui tranche ces contentieux. Et la Cour, dans sa composition actuelle, dans sa configuration, même avec le schéma que la nouvelle Constitution propose, elle est quand même très favorable. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les faux fuyants perpétuels, moi, je préfère quand on a échoué de dire j'ai échoué. Point. Mais les faux fuyants perpétuels a dit on nous a volé. Parce que le gros problème, c'est quoi? Vous avez vu ce qui s'est passé avec les élections locales. Dès qu'on a présenté des preuves, on a annulé des élections dans 2 circonscriptions. Dès qu'il y a eu des preuves d'irrégularité, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a annulé les élections. Moi, j'ai une grande confiance aux juges
que ce soit de la Cour suprême, que ce soit de la Cour constitutionnelle, parce qu'il y a eu des moments où les juges même de la Cour constitutionnelle ont été saisis par l'opposition et la Cour constitutionnelle a donné raison à l'opposition. Donc, c'est des gens qui lisent le droit. Sur des sujets sans non, mais maintenant, ce que je dis, c'est que le gros problème qui se pose à nous, ce n'est pas tant le fait de dire qu'on nous a volé, mais c'est le fait d'apporter les preuves matérielles qu'on nous a volées. C'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Moi, je vous fais une... Mais la seule fois où l'ANC se disait être en mesure d'apporter les preuves, les ordinateurs qui servaient de compilation ont été emportés et on n'a plus jamais eu. Le délai était forclos de façon... Oui, mais forclos, mais les preuves ont été ramassées. Et depuis là, il me semble que ces ordinateurs n'ont pas été rendus. Est-ce que quelque part, ils n'ont pas un élément pour dire, voilà, nous avons été trichés? À l'époque, il y a deux choses. Moi, je ne fais pas de la chasse aux sorcières. Je ne remets pas en cause les postures des formations politiques. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous savons que quand on fait une élection présidentielle, nous avons 48 heures et 112 heures pour faire les recours. Et donc, à partir de cela, nous devons nous organiser pour, si nous voulons faire des recours, les préparer dans les 112 heures. Donc, en amont, nous devons... Évidemment, c'est pas parce que quelqu'un est hors délai qu'il faut aller ramasser ces soi-disant preuves. Vous savez, à l'époque, moi, j'étais en truc, j'étais pas encore entré en politique, j'avais fustigé, c'était à l'époque le ministre de la Sécurité, j'avais fustigé, j'avais trouvé que c'était du banditisme d'aller arracher les ordinateurs d'un parti politique sans intervenir sur une décision judiciaire. C'était du vrai banditisme. J'avais absolument fustigé ça. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, moi, je parle de ce qui se passe aujourd'hui. Quand nous faisons une élection, nous savons que nous avons 112 heures pour les élections présidentielles et 48 heures pour les élections législatives et locales. Et donc, nous devons nous organiser, si nous voulons faire des recours, avoir les éléments pour faire les recours dans les 112 heures. Quitte à faire une modification du code électoral. Aujourd'hui, moi, je pense que par rapport aux difficultés de rassembler les PV, tout ça, il faut peut-être aller à 5 jours, 3 jours, c'est trop peu pour une élection présidentielle. Pour une élection législative, puisque ça se fait au niveau de la circonscription, on peut estimer que 112 heures, ça va. Mais pour une élection présidentielle, 3 jours, c'est très peu. La preuve, c'est que parfois, même en 3 jours, la CENI n'a pas le temps de rassembler les résultats. Mais il n'en reste pas moins qu'une fois que la CENI a proclamé, on a 3 jours. Donc, une fois qu'on sait que c'est ça, notre boulot en tant que parti politique et candidat, c'est de faire en sorte qu'on fasse des recours dans les 3 jours, quitte à ce qu'ils soient rejetés. C'est pour ça qu'il dit que cette année, quand même, la Cour suprême a donné une sérieuse leçon d'impartialité en montrant que non, quand j'ai des arguments qui sont tangibles, j'annule. Et ça a été annulé. On a repris les élections dans 2 endroits différents. Donc, c'est une bonne chose. Faisons confiance à nos juges. Ils ne sont pas si mauvais que ça. Faisons confiance à ces juges-là et apportons-leur de la matière pour qu'ils puissent invalider. Si on ne leur apporte pas de la matière, on crie, ils nous ont volé. À la fin de la journée, c'est que le monsieur est toujours au pouvoir et puis nous, on est toujours dans l'opposition. Jerry Taban, vous êtes candidat pour 2020. Alors que certains disent que vous n'avez pas un véritable fief électoral. Vous êtes plutôt de Niamtougou. Dans votre zone, c'est une zone généralement acquise au parti au pouvoir, des fiefs du parti au pouvoir. Est-ce que vous pouvez faire un score honorable sans soubassement politique? Non, mais nous, on n'en veut pas de fief. Moi, je n'en veux pas de fief. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est parce que vous avez fait le fief que... Est-ce que vous pouvez gagner une élection sans fief? Je vous ai dit... Tous ceux qui gagnent les élections... Je vous ai dit, nous avons fait une élection locale. Nous avons gagné des sièges de conseillers dans l'ensemble des 5 régions du Togo. De Pendjal à Lomé. Il n'y a pas... On a eu dans toutes les régions des conseillers. Ça veut dire que nous avons une implantation nationale. Donc votre fief, c'est le Togo? Oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on va gagner. Parce que dès que vous commencez à vous dire vous êtes un fief, vous faites ce qu'on appelle le repli identitaire. Et c'est dangereux, le repli identitaire. Parce que dès que vous dites, moi, c'est les Lesso qui votent pour moi, c'est les Kabyles qui votent pour moi, c'est les Wachi qui votent pour moi. Le repli identitaire est mortifère. Pourquoi? Parce que les autres... Mortifère, mais c'est ce qui se passe en Afrique. Non, mais justement... Avez-vous jamais vu un leader politique en Afrique gagner des élections regardez aujourd'hui sans avoir un fief électoral? UNIR a compris, vous savez, autrefois on disait UNIR c'est le Nord, et comment on appelle, l'opposition c'est le Sud.
lors des élections législatives de 2013, UNIR a eu des députés dans toutes les circonscriptions sauf Yoto. Oui, mais vous parlez, ça c'est une élection législative. Non, mais c'est comme ça que ça commence. Non, quand on parle de présidentielle, encore qu'aujourd'hui, on a un président, on va dire, métis à la tête. Pardon, nous, les Losso, on représente peut-être 0,8% de la population togolaise. Imaginez si je me replie uniquement sur les Losso, c'est que je dis une assise, un soubassement, une fondation, ça ne fait pas le mur d'un bâtiment. Non. Je dis le repli identitaire mortifère. Quand vous commencez à vous identifier, soit à une région, soit à une ethnie, soit à une religion, mais c'est le début du communautarisme. Et vous ne vous en sortez pas. Je suis d'accord avec vous, mais c'est ça qui fait gagner. Mais non, mais la preuve, c'est qu'au Togo, si ça faisait gagner, depuis là, il y a des gens qui auraient gagné. Non, les gens ont dit qu'ils ont les fiefs. On a des fiefs en pays Wachi, on a des fiefs en pays Adjaévé. Ça n'a jamais fait gagner l'élection. Parce qu'une fois que vous faites un repli en disant voilà moi mon fief, en ce moment-là, les autres disent le parti là, c'est le parti de telle personne. Et ça, c'est mortel. Quand on commence à dire ah, tel parti là, c'est le parti des Kabiers. Tel parti, c'est le parti des EV. Tel parti, c'est le parti des Wachi. Tel parti, c'est le parti des Moba. Pourquoi est-ce que les autres ethnies iront voter pour vous à partir du moment où vous êtes identifié pour une ethnie? Nous, à la limite, chaque fois qu'on nous dit, vous savez, le plus beau compliment que vous êtes en train de me faire, de dire, vous n'avez pas de fief. Je dis, youpi. Parce que non, mais c'est vrai. Tant que je n'ai pas de fief, ça veut dire que j'ai une implantation nationale. C'est bien, j'ai fait une élection locale où nous sommes présents dans toutes les préfectures. Nous sommes présents dans toutes les régions. Nous sommes allés gagner des sièges de députés dans le Pengal, au fin fond. Nous avons gagné. Aujourd'hui, je me réjouis. Je rigole un peu en disant, nous sommes aujourd'hui le chef de file de l'opposition dans la COSA. Parce que nous avons pu, en tant que premier parti, apprendre le plus grand nombre de voix, même si ce n'est pas comme d'habitude, c'est quand même ça reste marginal. Mais apprendre le plus grand nombre de voix dans la COSA, qui était considéré comme un bunker, comme une sorte de fortin inaccessible. Aujourd'hui, nous avons pu prendre 3 conseillers dans 3 communes dans la COSA. Nous en sommes satisfaits. Nous traçons notre voie. Et cette voie-là, comme nous le disons, elle ne va pas se faire. Vous savez, j'ai 44 ans. Je suis l'un des plus vieux de mon parti. La moyenne d'âge dans le net, c'est 35-36 ans. Donc, même si ce n'est pas Jerry Tama qui deviendra président de la République, on finira de toute façon. On va les avoir à l'usure. On va attendre que tous vieillissent et puis on prend le pouvoir le matin. C'est fini. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est plutôt le slogan de votre ancien parti qui doit servir de boussole pour vous, pour demain. Non, non, pas pour demain. Aujourd'hui, c'est politique autrement. C'est politique autrement. Mais politique autrement avec beaucoup de pragmatisme. Nous connaissons les forces sur le terrain. Vous savez, ça ne sert à rien de crier en sachant la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, nous disons une chose et nous ne nous en cachons pas. Pour gagner en 2020, il faut que les partis de l'opposition se réveillent. Maintenant, non. Il ne faut pas demain. Ce n'est pas dans 1 mois, ce n'est pas dans 2 mois, ce n'est pas dans 3 mois. Quel travail faites-vous avec vos amis de l'opposition? On se salue, on s'envoie des messages par hasard. Je leur envoie régulièrement les textes de loi à l'Assemblée nationale. À tout le monde, notamment à Jean-Pierre Fabre et à il a été très fair-play la dernière fois en envoyant un délégué à notre congrès. Vous savez, moi j'ai toujours... Au-delà de tout ce qu'on peut dire, moi j'ai un profond respect pour Jean-Pierre Fabre parce que c'est l'un des rares leaders politiques à qui, à la fin de l'année, moi j'envoie toujours des vœux à tous les leaders politiques après qu'on se soit bien rentré dedans pendant l'année. Et c'est l'un des rares qui me répond toujours avec la même pondération. Moi j'ai beaucoup de respect pour lui. Il a été, nous avons envoyé 33 invitations pour le congrès. Il y a des formations politiques qui n'ont même pas eu, à la limite, la bienséance même de dire, bah, écoutez, voilà, soit pas un coup de fil ou bien pas un truc, excusez-nous, on ne pourra pas envoyer des choses, mais l'ANC nous a envoyé un représentant qui a été présent lors de notre congrès. Mais pas un représentant de premier niveau. Écoutez, un représentant, c'est un représentant. On s'en fout de savoir s'il est de premier ou troisième niveau. Il portait un costume orange, donc c'est suffisant. Voilà. Est-ce que ça veut dire que le pont n'est pas définitivement rompu entre l'opposition, je dis bon, même si ça ne vous plaît pas beaucoup, mais disons opposition parlementaire. Moi aussi, c'est bien. Nous, c'est doux et tout ça, c'est bien. Moi aussi, ça ne me dérange pas. Non, du tout. Non, aujourd'hui, disons la vérité. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut se réveiller tôt. Le parti politique qui est le plus à même d'être un vrai challenger pour unir, c'est l'ANC. Disons la vérité. On a beau faire nos malins, là, on se connaît, quoi. C'est-à-dire qu'on dit qu'on pleure, on voit. Bon, le parti qui est aujourd'hui à même d'être le challenger sérieux de unir en 2020, c'est l'ANC.
Et si demain, l'ANC est au deuxième tour, on appellera... Véritablement, vous êtes un fin politicien parce que je vois votre discours glisser au fur et à mesure qu'on s'approche de 2020. Est-ce que ce n'est pas un appel de pied que vous lancez? Non, pourquoi moi, je suis déjà candidat. Moi, je ne peux même pas faire demi-tour, c'est fini. Mais, quand vous me dites aujourd'hui que Fabre, il est tout beau, il est tout élégant, il est bien. Non, mais je le pense. Vous êtes très malin. Non, mais je le pense. Ben non, c'est vrai. Fab, il est bien. Non, pourquoi il est bien? C'est un bon Togolais. Non, mais sérieux. Vous avez une autre image, vous? Vous avez notre témoin? Non, mais si vous connaissez notre femme, vous me dites, moi, c'est lui que je connais bien. Non, mais puis je le dis, la main sur le... Voilà, je le crois, en plus. La main sur la conscience politique, tout le monde sait ce que c'est. Non, mais je le dis qu'aujourd'hui, le parti qui a à même de se présenter au deuxième tour par rapport à son audience nationale, c'est l'ANC. Vous n'aviez pas dit ça l'année dernière, vous n'avez pas dit ça alors. Est-ce qu'on dit tous les jours la même chose tous les jours? Aujourd'hui, je dis... Est-ce que et les autres candidats alors de l'opposition, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que beaucoup se bousculent? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une sorte de pléthore de candidatures avec... Oui, mais non, aujourd'hui, avec les deux tours, si on a un pléthore, c'est pour ça que je vous parlais de cibles. Si on a un pléthore de candidats qui s'adressent à plusieurs segments de la population, ça ne vous dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. Moi, plus on est fou, plus on rigole. Il n'y a pas de problème. Si on peut être nombreux, bah, c'est vrai que ça va réduire un peu la cagnotte de trucs. Mais non, je pense que plus on est nombreux, ça ne dérange pas. Il faut être nombreux pour pouvoir s'adresser à plusieurs segments de l'électorat pour pouvoir créer les conditions d'un deuxième tour. Malheureusement, je ne vois pas ça venir, c'est dommage, mais je pense qu'il faut. Jerry Tama, physiquement, est-ce que vous ne ressemblez pas un peu à un opposant ou un ancien opposant africain dont le destin a changé entre-temps? Je vous vois un peu comme... comment il s'appelle déjà? Qui ça? Il est beau, moi. Suivez mon regard. Est-ce que vous n'êtes pas... ou vous n'avez pas le profil d'un Tshisekedi togolais, par exemple? Non. Tshisekedi, c'est un vieux routier de la politique quelqu'un de valeur aussi. Mais c'est pas un scénario improbable qu'à l'issue de la présidentielle de 2020, que bon, le pouvoir ait envie de changer un peu de peau et que on tire au sort dans l'opposition un certain Jerry Tama. D'abord, je ne suis pas au courant qu'il y ait eu un tirage au sort en RDC. S'il y en a, j'aimerais être au courant parce que moi, ce que je retiens... Je sais que vous êtes au courant de beaucoup de choses. Non, ce que je sais, c'est qu'il y a une élection en RDC, il y a eu un candidat qui a gagné. Et puis, bon, oui, voilà, officiellement. Oui, mais je me fie uniquement aux données officielles. Le reste, je ne suis pas au courant. Donc, ce que je retiens simplement, c'est qu'il y a une élection. Vous n'avez pas de doute Non, je ne peux pas me permettre de... Attends, ce serait criminel qu'un acteur politique togolais puisse se permettre d'avoir des doutes sur les résultats proclamés par une... Il y a des chancelleries. Même l'État français a publiquement dit, par le Quai d'Orsay, que Tshisekedi n'a pas gagné. Ça engage l'État français. Moi, ce que je retiens, c'est que Tshisekedi a gagné aujourd'hui le président de la RDC. Ça, ce sont les données que j'ai. Bon, maintenant, si un jour vous avez d'autres données... Je vous ai donné d'autres données, notamment c'est pas l'État français, la déclaration du Quai d'Orsay, même les États-unis, l'Église catholique. Oui, mais c'est pas l'État français, c'est pas l'Église catholique, c'est pas les États-Unis qui font les élections en RDC. Il y a des institutions qui ont fait les élections et qui ont proclamé les résultats. Et en tant que démocrate, en tant que parti politique respectant les institutions, d'abord de son pays, mais des institutions des autres pays, je suis contraint, obligé, et par élégance politique, amené à dire on a eu des élections en RDC, monsieur Tshisekedi a gagné. Et puis voilà, je ne vais pas jusqu'à faire des atermoiements ou bien des supputations. Je pense que je ne me le permettrai pas. Bon, faisons des suppositions. Hein. Vous, en tant que journaliste, pouvez le même. Moi, en tant que politicien, prenons-le comme une hypothèse. Hein. Est-ce que c'est possible, cette hypothèse? Est-ce qu'elle n'est pas intéressante pour vous? Non, il faut gagner les élections, point. Et nous disons, 2020, il faut s'appuyer sur les autres formations. 2025, si nous travaillons bien, nous pouvons commencer à être une sérieuse alternative. 2030,
certainement une alternative parce que nous allons continuer à grandir. Et nous le disons ouvertement. Vous savez, il y a des gens qui vont à une élection en disant je vais pour gagner. Nous disons oui, nous gagnerons au Togo si on va au deuxième tour. Au premier tour, ça va être compliqué. Et puis maintenant, le scénario, là, tu sais, que dit, moi je ne connais pas. Parce que le seul scénario que je connais, c'est qu'il y ait des élections en RDC. Des élections en RDC et que quelqu'un a gagné, point, c'est tout. Bah, maintenant, s'il y a autre chose et que vous avez des dessous de table, ben, j'aimerais bien les consulter après l'émission. Ça m'intéresserait. Est-ce que ça vous intéressait de gagner, comme Tshisekedi en RDC, de provoquer l'alternance au Togo? Bah oui, bien sûr, comme ça, oui, je prends tout de suite. Oui, comme Tshisekedi, non? Bah, comme Tshisekedi a gagné avec une proclamation, de la Sénat et après de la Coupe. Nous ne refusons pas. Non, comme le ça, contraire. Non. Gagner ensuite composer avec les anciens d'aujourd'hui. Vous savez, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des énergies. Et ces énergies-là, il faut les mettre en synergie. Aujourd'hui, quel que soit le parti qui vient au pouvoir, qui ne comprend pas qu'il faut s'appuyer sur les ressources de notre pays, les compétences qu'il y a, quel que soit le parti dans lequel elles sont, pour développer le pays, ben, en fait, c'est un vœu pieux. Quel que soit, moi, l'alternance, je ne vois pas l'alternance comme une sorte de juste de chasse aux sorciers ou bien une sorte de malheur au vaincu si quelqu'un perd. Non, il faut pouvoir. Aujourd'hui, que ce soit le RPT ou bien UNIR, ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont aux affaires. Il y a plusieurs personnes qui sont des ressources, qui sont des personnes ressources dont on ne peut pas se priver. Donc, je ne vois pas aujourd'hui un parti de l'opposition qui viendrait au pouvoir qui dirait « je fais table rase ». De l'intelligence, il y a des cadres qui existaient, j'emmène tout le monde. Non, il faut s'appuyer sur des gens qui sont là, qui font du bon travail. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont en quartier UNIR alors qu'ils sont que des fonctionnaires. Au Togo, on fait un amalgame. Tout fonctionnaire considéré comme un cadre de l'UNIR, c'est pas vrai. Il y a des gens qui n'ont absolument aucun attachement à un parti politique, qui font leur boulot, mais qui sont, parce qu'ils sont des cadres, on les considère comme des personnes d'UNIR. Donc il faudra, le jour où on aura l'alternance, il faudra s'appuyer pour tout le monde. Parce que justement, c'est avec tout le monde qu'on peut relancer l'économie de notre pays. On voit que il y a des réformes qui sont faites, il y a des efforts qui sont faits, mais c'est plutôt lent parce qu'il n'y a pas encore cette empathie-là qui se met en place. Il n'y a pas encore cette adhésion complète de tous les Togolais. Le jour où ça va exister, je pense que on fera des bons importants. Merci, Jerry Tama. Je vous souhaite en tout cas bonne chance et succès pour la prochaine élection présidentielle. Je vous souhaite en tout cas un entretien comme président de la République. Vous venez ici, on va faire une émission aussi riche que celle qu'on a faite aujourd'hui. C'est plus plaisant. Merci d'être passé. Je vous inviterai à parler plus tard. Merci. Merci beaucoup. Je répondrai à l'invitation volontiers. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum de cette semaine. Merci de votre aimable attention. Dans une poignée de secondes, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.